Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage les médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, on parle de la semaine 39 qui va du 23 au 29 septembre. Alors, cette semaine, pas mal de choses, donc je vais vous en parler au fur et à mesure, mais normalement, l'épisode devrait être un peu plus long que d'habitude. Donc, j'ai commencé par voir des choses. J'ai vu une vidéo qui s'appelle Beginner's Guide to Weekly Review. Donc, c'est un très très bon résumé de ce qu'est une weekly review, donc une revue hebdomadaire, qui est, je trouve, un outil très très intéressant. En fait, ça consiste à se poser à un moment, regarder ce qui s'était fait depuis la semaine dernière et ce qui va se faire la semaine prochaine, histoire justement de pouvoir se bloquer du temps, de pouvoir organiser sa semaine, de pouvoir voir ce qui est en attente, etc. C'est vraiment un outil dont je me sers régulièrement et je pense que c'est un outil qui est vraiment très très intéressant. Que ce soit au niveau pro ou que ce soit au niveau perso, ça permet aussi de ne pas oublier par exemple des dates d'anniversaire, ça permet aussi de ne pas oublier des sorties, ça permet de se dire tiens au fait ma femme m'a dit qu'elle sortait ce soir-là donc peut-être qu'il faut que je m'occupe du gamin, etc. etc. Donc c'est vraiment très très intéressant, c'est pour pouvoir se planifier un petit peu la semaine et surtout vous allez voir, je vais vous parler d'autres choses après, mais ça permet aussi de se bloquer du temps et de se protéger du temps et ça c'est super important. J'ai vu aussi The Grimm Variation qui est un animé très sympa, qui reprend et qui détourne un petit peu les contes de Grimm. Ils arrivent à en faire quelque chose de très très original. Il y a toujours un twist par rapport à l'histoire de base. J'ai trouvé ça vraiment pas mal foutu. Ensuite, j'ai regardé À l'aube de notre histoire, un documentaire Netflix. Donc, j'ai repris le visionnage en fait de ce documentaire qui est légèrement conspi. C'est surtout très drôle. C'est une grande source d'inspiration pour de la fiction, pour des JDR. Moi, en plus, ça m'aide à m'endormir. Donc voilà, ça me permet d'avoir pas mal d'idées pour mes scénarios de jeux de rôle. Et j'ai vu aussi Das Rätsel von Tunguska. Donc, c'est un documentaire encore étrange de Netflix qui parle de la catastrophe de Tunguska. Bon, je le regarde parce qu'il est dans ma liste et qu'il sera supprimé en octobre. Mais c'est dans la même veine. C'est un peu conspi, il y a des trucs un peu perchés niveau théorie de ce qui s'est passé à Tunguska. En tout cas, voilà, c'est pas forcément des choses qui sont exceptionnelles à regarder, mais ça aide à dormir. Cette semaine, j'ai lu Cthulhu Express. C'est un jeu de rôle sorti en 2020 qui se veut une simplification des règles de l'appel de Cthulhu et pouvoir utiliser cette simplification sans avoir à retoucher trop de choses dans les scénarios, sans avoir à retoucher les jets qui sont demandés, sans avoir à retoucher les caractéristiques des PNJ, etc. Donc c'est vraiment super sympa, c'est assez fin, c'est assez intelligent la façon dont c'est mené. Personnellement, moi ça m'a donné envie d'aller plus loin et ça m'a donné envie de continuer à travailler, je vais vous en parler au niveau des projets sur une version simplifiée de l'appel de Cthulhu. J'ai lu aussi Journaling for Stress Relief, Practical Techniques to Calm Your Mind. Donc c'est un article que j'ai trouvé très intéressant sur le journaling, le fait en fait de prendre des notes sur soi, sur ce qui se passe tous les jours, etc. Ça permet de suivre ses habitudes, ça permet de suivre pas mal de choses. Et puis surtout, moi en fait ça m'aide, c'est-à-dire que quand j'ai des frustrations, des colères, des trucs qui se passent pas bien, je les note. Et au final, c'est un peu comme si je me confiais, ça me permet de vider un peu la tête, ça me permet un peu de vider ce que j'ai au niveau du cœur, ce que j'ai dans le ventre là, toute ma bile, tout mon acide. Je peux le cracher directement sur mon journal, on va dire, numérique, et ça me permet effectivement de souffler un petit peu en fait, et c'est assez intéressant. Et sinon, j'ai commencé à lire la nouvelle version de la campagne des masques de Nyarlathotep, puisqu'on m'a apporté qu'elle était plus qu'une simple réécriture, un simple copier-coller. Et oui, effectivement, c'est plus qu'un simple copier-coller des anciennes versions. Pourquoi je dis ça? Parce que moi j'avais la version des cartes, j'ai la version édition 6e, j'ai la version édition 7e, et pour le coup, allez, on va dire 50% des textes, c'est du copier-coller pur et dur, et je retrouve exactement les mêmes textes dans la version de Descartes de 1990 que dans la version 7e, qui est sortie donc en 2020. Donc j'étais un peu déçu, et je trouvais que cette campagne, comme je vous l'ai dit dans les précédents épisodes, avait besoin d'une grosse réécriture, parce que c'est quand même une campagne à l'ancienne. Là, a priori, donc Chaosium, l'éditeur de l'appel de Cthulhu, a pris la campagne et a commencé à réécrire. Ils ont commencé à retravailler un petit peu les problèmes de logique qu'il pouvait y avoir dans la campagne. Ils ont commencé à retravailler les enchaînements. Ils ont commencé à essayer de mettre en place des nouveaux scénarios pour justement impliquer plus les joueurs dès le départ, pour pas se retrouver avec machin est mort, à vous d'enquêter sur sa mort, et là t'es ouais mais vous êtes gentil, mais machin, moi je le connaissais pas, j'en ai rien à faire. C'est un peu compliqué, on a une nouvelle implication des personnages dans la campagne, on a pas mal de choses qui ont l'air d'être corrigées, on a pas mal de choses qui aussi ont l'air d'avoir été retravaillées en termes d'aide de jeu, en termes de cartes, etc. C'est pas mal. Après, il y a encore beaucoup de copier-coller des éditions précédentes, on retrouve encore beaucoup de choses un petit peu à l'ancienne, mais bon, ça, qu'est-ce que vous voulez, j'ai l'impression que c'est aussi l'attente des joueurs et des gardiens de l'appel de Cthulhu. Donc, on verra. En tout cas, moi, ça me donne une base aussi pour commencer à retravailler mes scénarios, ce que j'ai commencé à faire aussi cette semaine.
Cette semaine, j'ai écouté Cœur de Jactoire, un actuel play des Imagitateurs avec Jenny, et franchement, c'est très très bon. Autant moi, toute la mythologie aztèque, inca, etc., ça ne me parle pas du tout. Autant j'ai suivi avec plaisir cet actuel play qui est quand même bien mené, avec un meneur qui, déjà, pose des voix et le fait vachement bien, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Moi, quand j'essaie de poser des voix, ça se retrouve souvent à imiter des accents à la Michel Leb, c'est un peu limite. Et ensuite, l'histoire est très intéressante, c'est très fluide, et on arrive sur quelque chose qui est très prenant, donc bravo à vous. J'ai aussi écouté l'épisode 3 de Mystère en Gascogne sur la JDR Academy, donc plutôt sympa. On commence à quand même à avoir des informations sur le fil rouge de la campagne, à voir ce qui va se passer, donc j'ai hâte de la suite. J'ai écouté les échos d'Arkham sur la création de personnages dans l'appel de Cthulhu. J'ai trouvé ça malheureusement un peu mou et pas très très intéressant. Je suis un peu désolé pour eux, mais c'était pas ma cam, quoi. Les échos d'Arkham, pour moi, c'était la visite d'Arkham, parler des lieux, parler des différentes choses qui étaient intéressantes, parce que même si on les a dans les différents suppléments, dans les différents livres, ça permet toujours de se remémorer des choses. Autant la création de personnages, c'est un peu long. C'est un peu lourd. J'ai aussi écouté 2 épisodes de Tech Café, donc les résultats du sondage qui sont donnés par Guillaume Vendée, donc un sondage auquel j'avais participé. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa de partager tous les résultats et donc de pouvoir voir un petit peu tout ça. Et aussi merci à Guillaume pour le big up sur les auditeurs de la JDR Academy. Et j'ai écouté Tech Café Prof par l'IPage, donc c'est un épisode classique de Tech Café et où on découvre que l'avancée de la génération de vidéos par IA est complètement folle. Là, on arrive sur des trucs qui bientôt vont être exploitables. D'ailleurs, les grandes enseignes de cinéma commencent à signer des contrats, donc à vous dire que bientôt, tous les films vont être en IA. Cette semaine, sinon, j'ai testé 2 trucs qui permettent de faire de la transcription. Donc YouTube Transcript, qui marche très très bien, qui permet effectivement de prendre une vidéo, hop, et ça donne tout le transcript, ce qui est vachement pratique en fait pour ma prise de notes. Puisque de temps en temps, je regarde la vidéo, mais je prends pas les notes en même temps parce que je la laisse en fond, je l'écoute juste, etc., etc. Donc quand j'ai le transcript, je repasse sur le texte et là je peux appliquer donc la méthode qu'on avait vue avec Para et avec Thiago Forte de l'executive summary. Donc voilà, ça permet aussi de pouvoir surligner les passages, de voir si c'était vraiment intéressant et ce genre de choses. Et j'ai essayé une autre application en ligne qui s'appelle TurboScribe pour pouvoir prendre un audio et en faire un transcript, donc pour faire une version texte. Ça marche plutôt pas mal, le seul problème c'est limité à 30 minutes pour le moment, donc pour le moment, niveau JDR Academy, ça me bloque un peu, on a plutôt des épisodes d'1 heure, c'est un peu compliqué. Voilà, sinon je voulais vous parler d'autre chose. Donc j'ai aussi vu passer sur LinkedIn un petit post avec une jolie photo d'un carnet bien écrit avec les 8 méthodes qui vont augmenter votre productivité. Et là, bon, je parle beaucoup de PKM, de productivité, de méthodes, GTD, Deep Work, etc., etc. Mais en vrai, quand je vois passer ça sur LinkedIn, ça me hérisse le poil. Qu'est-ce que ça veut dire 8 méthodes pour augmenter votre productivité? Rien. Il n'y a pas d'indicateur pour la productivité. On ne sait pas ce qu'on attend comme terme d'augmentation de productivité. C'est plat, c'est naze. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Généralement, alors, je parle pour mon cas en tant que salarié, pour les freelances, les entrepreneurs, etc., ça semble très différent. Mais pour les salariés, l'intérêt d'augmenter sa productivité est pas terrible, en fait. L'intérêt, c'est surtout de réussir à faire le travail demandé pour se dégager du temps à côté. En fait, c'est ça, l'augmentation de productivité pour moi chez un salarié, c'est réussir à faire le travail qu'on lui a demandé pour que lui, il puisse se consacrer à des tâches qu'il aime. Et il y a plein de méthodes qui sont données dans ces 8 points-là, qui sont malheureusement, je suis désolé, pas forcément adaptées à tout le monde. Personnellement, il donne l'utilisation de la méthode Pomodoro. Moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, mon truc, c'est plutôt de me bloquer du temps et quand je suis sur un sujet, je vais jusqu'au bout et si ça me prend 4 heures, ça me prend 4 heures et j'arrive à bloquer du temps. C'est plutôt à la méthode Deep Work. Il y a des méthodes qui marchent, effectivement, mais qu'on va retrouver, en fait. Ce sont les mêmes méthodes qu'on retrouve dans GTD, c'est-à-dire faire une revue hebdo. Je vous en ai parlé et je pense qu'effectivement, ça, c'est un super outil. Ça permet aussi de se bloquer du temps. Faire du time blocking. Le time blocking, juste pour le time blocking, ça ne sert à rien. Il faut savoir pourquoi on va se bloquer du temps. Il faut savoir où on va se bloquer du temps. Et il faut savoir aussi ce qu'on attend de nous sur cette semaine. Donc, il y a un truc, voilà, il faut se prendre en main. Ça rejoint un petit peu ce que je vous avais partagé sur le fait d'être son propre manager. Là, ça permet effectivement, avec une revue hebdomadaire, de voir ce qui est en attente, de voir ce qui est attendu, de pouvoir planifier son temps et justement de se laisser des créneaux aussi pour respirer et pour faire autre chose. Parce que je suis désolé, mais le travail, même si c'est important en termes de temps dans la vie de quelqu'un, c'est pas forcément non plus le truc le plus important du monde. Toutes ces méthodes de productivité, de développement personnel vous parlent du travail comme si c'était le truc qui vous est le plus
plaisir dans la vie. Mais pas du tout. L'important, c'est d'arriver à se dégager du temps pour justement faire les trucs qui vous font plaisir. Après, si le truc qui vous fait le plus plaisir, c'est votre travail, bah, tant mieux. Après tout, ça marche aussi. Vous vous dégagez du temps pour pouvoir continuer à travailler. Vous avancez plus vite, tant mieux. Mais si, comme moi, vous voulez faire du jeu de rôle, si, comme moi, vous voulez avoir du temps pour lire, si, comme moi, vous voulez essayer d'avoir du temps pour votre famille, rien que ça, je suis désolé. Les méthodes d'augmentation de productivité, pour moi, c'est juste comment réussir à faire le travail qu'on m'a demandé dans un temps raisonnable qui me permette de dégager du temps pour mes autres activités qui sont, à mes yeux, plus importantes. C'est un peu ça sur lequel je voulais revenir. Je voulais un peu, pas crier, pas me fâcher contre ces gens-là, parce que voilà, on est sur des posts LinkedIn, c'est un réseau social, faut faire le buzz, etc. Donc c'est bien d'avoir une petite page avec un petit carnet, etc. Bon, quand on fait une petite page avec un petit carnet pour donner 8 méthodes, on note aussi le journaling ou le bullet journal parce que c'est ce qu'on vient de faire. Donc, mais non. Voilà. C'est pas noté. Enfin voilà, je voulais vous partager ça. Je pense que les méthodes de productivité, voilà, pourquoi pas, mais ayez, comme pour votre prise de notes, un but derrière. C'est-à-dire que si vous voulez mettre en place des méthodes de productivité, réfléchissez à ce pourquoi vous voulez le mettre en place. Est-ce que c'est pour vous dégager du temps? Est-ce que c'est pour obtenir une promotion, etc. Il n'y a pas de mauvaise raison. Du moment que vous avez une raison de mettre en place ces choses-là, juste devenir plus productif pour être plus productif, je trouve ça juste un peu limité comme raison, et notamment dans le cadre d'un salarié, parce que c'est pas notre boîte en fait. Faut bien se dire que on va être productif pour plutôt mettre de l'argent dans les poches des autres. Alors à moins que vous visiez une promotion, que vous visiez des choses, des objectifs, des projets, etc. Bon, après pas de jugement. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Je voulais juste partager ça. Les outils de productivité, c'est bien. Méfiez-vous-en et appliquez-les si vous avez une raison de les appliquer et pas forcément juste pour les appliquer pour essayer des trucs. Et sinon, au niveau des projets, je voulais pas vous parler aussi donc du système que j'essaye de mettre en place pour l'appel de Cthulhu. Donc j'en suis assez content. Je me base un petit peu sur Cthulhu Express, mais j'essaye d'aller plus loin. J'essaye de simplifier encore pas mal de choses, de mettre des choses qui vont permettre justement d'apporter, on va dire, une sorte de teinte à chaque personnage, d'avoir leur profil, d'avoir vraiment leur personnalité propre. Et donc c'est pour ça que je pense que je vais garder en fait la partie profession et je vais l'utiliser un petit peu comme dans les règles de No Armies 3, c'est-à-dire avec un pourcentage qui va pouvoir remplacer un jet de caractéristiques. Je vais aussi mettre en place la règle du flip-flop, c'est-à-dire de pouvoir, sur un dé à 100 faces, intervertir les dizaines et les unités. Imaginez que vous ayez fait 81, vous intervertissez parce que vous avez un avantage, ça vous fait 18, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. Je vais aussi garder, je pense, tout ce qui est santé mentale, tout ce qui est crédit aussi. Je pense que le crédit est une bonne chose pour gérer la richesse et le statut social d'un personnage, mais que ce crédit doit être comme la santé mentale, doit pouvoir baisser en cas d'achat inconsidéré ou en cas d'achat dans des pays où on n'a pas forcément accès à des banques et des liquidités directes. J'ai beaucoup aimé aussi dans Cthulhu Express le fait qu'on perdait d'abord la santé mentale, puis ensuite on faisait un jet de SAN pour voir si on virait fou. Ça, c'est quelque chose que je trouve bien, puisque du coup on va se retrouver avec de la perte, soit on va dire par des apprentissages et des connaissances passives, donc on va se retrouver avec des ouvrages, des lectures, on va se retrouver avec des témoignages, des rumeurs, etc. qui vont peut-être vous faire perdre de la santé mentale, mais qui vont pas amener de jet de dés. Et à l'inverse, les pertes, on va dire, actives, où là on a la confrontation, le lancement de sortilège ou la confrontation à un sortilège, les créatures et tout ça, où là vous allez perdre de la santé mentale avec un jet de dés. Je trouve que c'est une approche très intéressante là-dessus. Donc voilà, donc je suis encore en train de travailler ça, je suis en train de voir un petit peu comment je vais faire. Là, je vais essayer, je pense, dans un premier temps, de séparer les caractéristiques en 3. Donc la caractéristique divisée par 2 et caractéristique divisée par 4. Suivant en fait la difficulté qu'il va y avoir au jet. Et donc les difficultés, ça va être quand c'est une action difficile, on lance sous la caractéristique. Quand c'est très difficile, on lance sous la caractéristique par 2. Et quand c'est extrêmement difficile, on lance à la caractéristique par 3. L'idée étant aussi de supprimer tous les jets de dés du gardien et de supprimer les jets en opposition, d'avoir des difficultés, on va dire, plus ou moins fixes pour les joueurs, pour qu'ils puissent se repérer facilement. Un petit peu ce qui se fait, en fait, dans les PBTA et autres, où le gardien ne lance plus les jets, se concentre sur son histoire, sur ce qui va se passer, et les joueurs savent de base s'ils ont réussi, s'il y a des, on va dire, complications, ou s'ils ont échoué. Voilà. Donc là, je travaille là-dessus, et je travaille en parallèle à l'écriture du scénario, puisque je joue
jeudi, et là on attaque réellement la partie égyptienne de la campagne des masques de Nyarlathotep. Donc je suis allé piocher à gauche à droite et je suis en train de réécrire un petit peu le scénario pour avoir quelque chose que j'arrive mieux à m'approprier et qui correspond plus à mes attentes et j'espère aussi plus aux attentes de mes joueurs. Et parce que ça c'est important et j'en ai parlé la dernière fois sur les campagnes du commerce, je trouve que c'est un peu compliqué. Bah écoutez, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu, que je n'ai pas non plus trop dépassé par rapport à ce que vous vous attendiez en termes de longueur d'épisode et que je n'ai pas trop critiqué des choses que vous aimez, mais j'avais besoin de le dire parce que moi ça me tenait à cœur. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!